Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est une première à plusieurs niveaux. C'est le tout premier modèle de la voiture du premier constructeur marocain, à savoir Neo Motors, la première marque de voiture marocaine. C'est aussi une première pour la présentation du prototype d'un véhicule à hydrogène développé par un Marocain. Ces deux projets novateurs ont été présentés ce lundi au roi Mohamed VI à Rabat. Un véritable coup d'accélérateur pour renforcer la promotion du label Made in Morocco et de conforter la place du royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile. Cela, à l'heure où le Maroc s'est déjà érigé comme premier pays africain dans la construction automobile depuis quelques années. En quoi ces deux nouvelles prouesses vont permettre d'accélérer le développement du secteur automobile au Maroc? Comment l'industrie nationale peut-elle accompagner la concrétisation des objectifs de la première marque marocaine, mais aussi quelles perspectives se dégagent face à ces deux innovations? Et aussi, comment réussir à atteindre l'autonomie totale dans les composants automobiles? De toutes ces questions et bien d'autres, nous allons poser à nos deux invités. Il s'agit d'Abdel Latif Komat. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Casablanca. Bonjour à vous, professeur Komat. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Notre second invité est Abdelghani Youmni. Il est économiste, enseignant universitaire également depuis Casablanca. Bonjour à vous, professeur. Bonjour Omar Baldi, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, de tous ces points, on va parler et c'est dans quelques instants. Alors, professeur Komat, je commence par vous. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une véritable prouesse vu ce qui a été présenté hier, présenté ce lundi au souverain? Oui, effectivement, on peut parler de prouesse. Il faut tout d'abord rappeler que c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis une vingtaine d'années à travers plusieurs plans, des plans émergence, des plans d'accélération industrielle. Depuis pratiquement 2004, le secteur industriel au Maroc a connu une évolution notable. Concernant bien sûr le secteur particulier de l'automobile, il s'est distingué par une dynamique très forte avec cette, je dirais, implantation de firmes de grande dimension internationale au Maroc. Et puis, bien évidemment, toute cette évolution au niveau d'intégration, du taux d'intégration, parce que pratiquement, on est passé d'un taux d'intégration de 30-35%. Aujourd'hui, nous sommes à 64%, c'est-à-dire pratiquement les 2/3 du composant d'une voiture sont produits au Maroc. Ça, c'est également une évolution notable. Également, c'est notable à travers l'écosystème, parce que c'est un écosystème aujourd'hui de plus de 250 entreprises qui interviennent sur les différents pans pour justement la réalisation d'une automobile. Donc là également, c'est une réalisation notable. Et bien évidemment, tout l'écosystème humain, parce qu'il y a la dimension humaine, la dimension en fait composante humaine à travers, bien sûr, toute la participation de la ressource humaine au niveau des différentes étapes. Arrivons justement à la dimension conceptuelle, à la dimension ingénierie et à la dimension des designs, c'est-à-dire les étapes les plus avancées en termes de conception de voitures. Et puis, je dirais qu'également une prouesse parce qu'à la fois, on a présenté à Sa Majesté deux modèles de voitures, l'une qui est une voiture selon les normes et les standards internationaux avec une évolution progressive au niveau du marché local et international et surtout une voiture qui s'inscrit aujourd'hui dans l'orientation qui est prise par le Maroc sous la houlette de Sa Majesté à travers l'inscription du Maroc dans la dynamique de l'économie verte. Vous savez que le Maroc est un pays pionnier, notamment en termes de collaboration avec l'Union européenne sur l'intégration de notre pays dans tout ce qui est économie verte et puis bien évidemment tout ce que fait le Maroc pour produire des énergies renouvelables, pour aller vers l'hydrogène. Et également, le Maroc aujourd'hui s'impose comme un pionnier au niveau de notre continent. Donc voilà. Tout cela pourrait nous faire autoriser à parler de prouesse, à parler de réussite sur le plan économique et sur le plan du positionnement du Maroc sur la scène économique et industrielle internationale.
Effectivement, sur le plan économique, on va y revenir tout à l'heure. Je me tourne vers le professeur Abdelghani Youmni. Alors, comme le dit le professeur Khomat, il s'agit de véritables prouesses. Alors, et on sent que le Maroc a pris une voie qui est celle des énergies vertes. Là, on parle de l'hydrogène vert. Alors, on a l'impression qu'on anticipe déjà l'avenir de l'automobile ici au Maroc. Oui, on anticipe l'avenir au Maroc, mais ce qu'on a vu avec le souverain hier et la réception des deux entrepreneurs, c'est qu'au Maroc, on est en train de changer de génération d'entrepreneurs, on passe à des jeunes, et on change complètement d'ADN d'entrepreneurs, on passe à des industriels qui ont de la capacité d'innovation, de produire, d'être concurrents. Et puis, on intègre les écosystèmes qui n'étaient pas marocains au départ. C'est que le Maroc, qui a été une plateforme d'industrie délocalisée, est en train aujourd'hui de construire une plateforme d'industrie locale. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que le Maroc commence aujourd'hui à devenir un pays qui est capable de produire de l'industrie, et ça, ce n'est pas rien. Et puis, il y avait un détail, puisque vous avez parlé d'économie verte, c'est que la voiture à hydrogène dont le prototype a été développé, elle peut être rechargée en 4 minutes et elle a une autonomie de 800 km. C'est une prouesse énorme. Et il faut savoir aussi que pour l'hydrogène vert, le Maroc est un pays qui pourrait être leader, parce que pour la production, ça dépend de l'hydrogène et ça dépend en fait du solaire et de l'éolien et aussi du dessalement d'eau de mer. Et là aussi, le Maroc aussi a une grande avance. Moi, je crois que sur le plan industriel, et je parle que du marché automobile, je ne parle pas du reste, c'est que le Maroc est en train de se positionner pour l'après, parce que l'après, c'est la décarbonation. Et moi, j'avais peur au départ que le Maroc puisse subir le même sort que des villes industrielles américaines ont subi quand il y a eu leur délocalisation vers la Chine. Le Maroc doit se préparer à l'après, c'est-à-dire à la voiture électrique, mais aussi à la voiture propre. Et je pense qu'on est peut-être sur le bon chemin, je l'espère. Moi, ce qui m'a vraiment retenu mon attention, c'est ce changement d'ADN, d'industriels et d'entrepreneurs marocains, parce qu'on avait vraiment besoin de personnes qui prennent du risque dans l'industrie. Et là, on a une génération qui arrive, et ça, c'est vraiment très encourageant. Une nouvelle génération donc d'entrepreneurs. D'ailleurs, les deux responsables de ces deux voitures donc ont été décorés par le roi Mohamed VI. Alors, professeur Khomat, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'industrie, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui quand on prend ce que peut-être j'appellerais l'automobile conventionnelle, aujourd'hui le taux d'intégration industrielle au Maroc tourne autour de 64-65%. Comme on le rappelle souvent, le Maroc produit presque 1 million de véhicules par an. On est passé de 700 000 à 1 million, et là on met le cap sur 2 millions à 3 millions même dans les années à venir. On envisage de doubler la taille du secteur pour le porter à 200 milliards de dirhams d'ici quelques années. Cela dit, face à ces nouveaux entrepreneurs, ce nouveau type d'entrepreneurs, comme le disait le professeur Abdelghani Youmni, est-ce que l'industrie locale a les moyens d'aider à concrétiser ces inventions et ces avancées technologiques qui sortent de la part de gens qui sont doués et qui sont nombreux dans le pays et dans le continent de façon globale? Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus, parce que ces projets-là ne sont pas venus du jour au lendemain. Ils s'inscrivent comme l'aboutissement d'une stratégie qui a commencé depuis pratiquement presque 2 décennies, de redonner à l'industrie d'une manière générale la place qui lui échoua dans le paysage de notre économie. Vous savez qu'on fait la part aujourd'hui de l'industrie dans notre PIB aussi autour de 23-24%. Elle est en train d'augmenter, de revenir à des taux, je dirais, qui sont souhaitables, parce que l'industrie reste un secteur très très important pour tout pays, et les créateurs d'emplois, mais également c'est un secteur qui est porteur de technologie, qui est porteur de savoir-faire et qui est porteur du nivellement de l'économie vers le haut. Vous savez qu'un des objectifs notamment du nouveau modèle de
développement, c'est justement d'augmenter la part de la valeur ajoutée, c'est d'augmenter l'intégration de l'économie marocaine, surtout l'industrie marocaine, dans les chaînes de valeur mondiale, et puis d'inscrire davantage le Maroc dans les métiers mondiaux. Et donc, je dirais que tout cela, c'est un processus. C'est un processus dans lequel il y a un écosystème. Un écosystème, tout d'abord, pour attirer justement les investissements internationaux, pour créer les bases de l'émergence d'un secteur industriel, mais autour justement de ces investissements internationaux, il s'agit bien évidemment de constituer un noyau d'entrepreneurs marocains. D'ailleurs, il faut le rappeler que dans l'écosystème déjà existant, il y a beaucoup d'investisseurs marocains, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui acquièrent avec le temps, bien sûr, le savoir-faire, et ce savoir-faire qui leur permet justement d'avancer au niveau du taux d'intégration. Parce qu'il s'agit d'aller vers des niches plus avancées, plus exigeantes en termes de technologie, et puis plus contenant de valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le Maroc aujourd'hui, effectivement, il est dans la bonne voie, parce que les prémices d'une véritable industrialisation et le passage vers une véritable émergence, ils sont là, à travers tout l'écosystème. Bon, bien sûr, on peut évoquer tout ce que fait le Maroc aujourd'hui en termes de formation. Vous savez qu'il y a beaucoup de plans de formation qui vont aujourd'hui vers l'industrie automobile, aéronautique, etc. Ça, c'est très important. Les ingénieurs marocains, ils agissent sur le territoire national. Ils sont aujourd'hui reconnus comme des compétences même au niveau international. Il y a tout ce qui est charte d'investissement aujourd'hui qui est mise en place et qui encourage l'investissement, qu'il soit national ou international, dans une dynamique d'équilibre, je dirais, territorial et régional. Il y a tout ce qui est la nouvelle dynamique donnée aux centres régionaux d'investissement. Donc, il y a en fait une panoplie de mesures pour justement ne pas faire avancer un volet et oublier les autres. Il s'agit d'avancer sur tout l'écosystème en termes d'investissement, en termes de formation, en termes de recherche-développement, en termes d'innovation. D'ailleurs, Sa Majesté, dans le message qu'il a adressé justement aux participants à la Journée nationale sur l'industrie tenue il y a 3 ou 4 semaines, il a insisté notamment sur le volet recherche-développement, sur le fait d'imbriquer cette dynamique sur des centres de recherche, sur des universités marocaines et internationales, pour justement permettre au Maroc de ne pas rester qu'au niveau du montage, mais aller au-delà du montage pour justement s'imposer comme une force au niveau de la création, au niveau de l'innovation, au niveau du design. Et c'est ce qu'on a remarqué à travers ces modèles présentés à Sa Majesté. C'est pratiquement une réalisation à 100% marocaine, parce que pratiquement, à part peut-être la connexion à un cabinet de design italien, mais le reste, c'est marocain. Et donc, tout cela est à l'honneur de notre pays, parce que, comme j'ai dit, c'est la résultante d'une dynamique qui est déclenchée depuis quelques années. Alors, à ce propos, pour ce qui est de la société donc Neo Motors, qui a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda, dans la région de Rabat, Salé, Kenitra. Alors, c'est pour la fabrication de véhicules automobiles destinés à la fois au marché national qu'à l'export. Donc, la capacité prévisionnelle annuelle est de 27 000 unités, et avec un taux d'intégration de 65%, donc identique à ce que font les autres constructeurs implantés dans le royaume. L'investissement total prévisionnel de ce projet s'élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois. Alors, professeur Abdelghani Youmni, est-ce qu'on a vraiment des chances de voir ces exemples se multiplier en termes non seulement de créativité, mais aussi en termes de capacité industrielle? Parce que le défi peut-être est à ce niveau-là. Comment concrétiser pour qu'à l'instar de Neo Motors, d'autres constructeurs puissent émerger en ayant non seulement l'aspect créativité, mais aussi l'aspect compétence ou bien force industrielle pour réaliser leurs projets? Alors, je vais d'abord commencer par décrire quelque chose. Ce modèle de transformation de l'économie a été suivi dans 2 continents. Sur l'Amérique latine, ils ont suivi ce qu'on appelle la substitut importation pour industrialiser les pays. Et puis en Asie, ils ont suivi à peu près le même parcours. En Amérique latine, ça a échoué parce que la substitution aux importations, elle s'est concentrée sur les produits alimentaires et sur la petite manufacture.
alors que sur les produits asiatiques, ils ont suivi ce qu'on appelle le vol d'oies sauvage. Ce vol d'oies sauvage, c'est-à-dire on a les oies, c'est un oiseau, et son vol, il est très perturbé. Ça veut dire que ces pays asiatiques, et la Corée du Sud, c'est le pays phare pour moi, ils ont commencé d'abord par importer, et puis par apprendre, et puis par réexporter. Et c'est ce que le Maroc devrait faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a importé une industrie qui n'est pas la nôtre, c'est l'industrie automobile. Ça a démarré vers les années 2004. Et puis, aujourd'hui, on est en train de sous-traiter, c'est-à-dire de faire des montages. Et demain, peut-être, on deviendra industriel. Mais je ne suis pas aussi optimiste que professeur Komat pour une raison très simple. C'est que nous avons un système éducatif et un système universitaire qui ne va pas dans ce sens-là. Et je pense qu'il faudrait, parce que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent. Normalement, l'argent il est présent, qu'il soit public ou privé, mais nous avons besoin de deux ruptures. La première rupture, c'est au niveau des entreprises marocaines, qu'ils deviennent vraiment des entreprises qui prennent des risques, qui travaillent sur l'innovation et qui essaient de prendre position sur ce qu'on appelle la courbe du sourire, c'est-à-dire d'aller vers la recherche et développement qui coûte de l'argent. Et la deuxième rupture, c'est au niveau de notre système d'éducation qui doit former plus de techniciens et plus d'ingénieurs et qu'on doit avoir une industrie beaucoup plus régionalisée que ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, ce que j'espère, c'est qu'en même temps, dans cette renaissance que le Maroc vit sur le plan économique et sur le plan industriel, il faudrait l'accompagner avec une grande rupture au niveau de la formation, au niveau de l'université, de développer l'alternance, que les jeunes aujourd'hui ne se préparent pas à des métiers d'hier. Il faut qu'on prépare nos jeunes diplômés pour les métiers de demain et même pas ceux d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que sans rupture, je pense qu'on ne pourra pas réussir. Malgré que tout, moi je suis très fier de ce que ces deux entrepreneurs ont montré et ce que nos écosystèmes montrent aujourd'hui sur le plan industriel. Mais pour aller plus loin et pour travailler sur une souveraineté industrielle, il faut un tournant à 360 de notre système de formation, de notre système de recherche, de nos écoles d'ingénieurs, de nos écoles de techniciens, pour qu'on ait vraiment le capital humain, parce que le capital humain est le cœur d'une croissance durable et de long terme. Sinon, on va rester. Vous savez, Monsieur Baldi, les dernières statistiques donnent que sur le Maroc, on a eu sur 60 ans à peu près 3% de croissance en moyenne. Ça suffit pas pour aller vers le développement et vers l'industrialisation. Donc, on doit vraiment révolutionner notre système d'éducation et notre système de formation professionnelle, même si aujourd'hui, beaucoup a été fait. Vous savez, la Banque africaine de développement nous a classés 2e en Afrique. Mais quand vous regardez les critères, il n'y a pas le critère formation professionnelle et formation des ingénieurs. Et ça, je le regrette dans cet indice. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur effectivement ces métiers de demain dont vous parlez. J'aimerais juste voir avec le professeur Abdelatif Komat, donc doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales à Casablanca. Le secteur de l'automobile, c'est le premier exportateur aujourd'hui au Maroc. En quoi ces projets similaires vont renforcer ce secteur-là? En fait, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le Maroc, en fait, l'industrie automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dirhams l'année dernière, 70% destiné à l'export. Et c'était en fait une prouesse sur le plan commercial, parce que autant, bien sûr, le Maroc avait un déficit parce que le renchérissement des importations des produits énergétiques, des produits alimentaires, et c'est justement ce pont d'industrie qui a permis au Maroc de réduire le déficit commercial. Donc aujourd'hui, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique s'imposent comme des secteurs piliers, aussi bien sur le plan commercial, parce que comme j'ai dit, cumulé, c'est plus de 130-140 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, mais également en termes de création d'emplois et surtout en termes de création de compétences, parce que c'est un pan d'évolution des compétences au Maroc. Alors, qu'en est-il? Est-ce que le fait d'implanter ce genre d'entreprises au Maroc, qui sont initiées par des Marocains, peuvent consolider ce positionnement? Oui, la réponse est évidente. C'est oui, bien évidemment, parce que le Maroc, d'ailleurs, a toujours été un pays ouvert sur l'international. Il a été toujours un pays importateur et exportateur. Et même lorsqu'on évoque aujourd'hui la souveraineté, ne veut pas dire que nous allons refermer sur nous-mêmes. Donc ça, c'est dans l'ADN du Maroc. Et bien évidemment, si aujourd'hui nous avons des entreprises marocaines qui sont prêtes à produire pour, bien sûr, le Maroc, le marché marocain, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu pour cette entreprise, et en même temps d'exporter, ça ne ferait que
bien sûr, consolider notre positionnement et puis surtout créer cette connexion, je dirais, parce que ça va élargir l'assiette de production au niveau national, ça va créer plus d'économies d'échelle parce que l'écosystème qui fournit des pièces à ces industries-là, ils l'ont fourni à d'autres industries, autant on élargit notre assiette de production, autant, bien sûr, on crée ce qu'on appelle l'économie d'échelle, et on sait que l'économie d'échelle est un vecteur très, très important pour justement la rentabilité d'une industrie qui est une industrie de masse, comme l'industrie automobile. Il faut produire beaucoup pour avoir des coûts unitaires bas, et donc, autant on élargit la production, que ce soit faite dans le cadre de connexion à des multinationales, que ce soit fait par des entreprises marocaines, ça ne serait que bien sûr conforter justement la position du Maroc au niveau de sa statut aujourd'hui de leader au niveau de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le Maroc, il s'impose, il est en train de s'imposer comme les 10 grandes puissances mondiales en termes de construction d'industrie automobile. Donc, on est en train de pratiquement d'entrer dans le top 10 de l'industrie automobile. En termes de compétitivité, le Maroc est souligné aujourd'hui comme pratiquement les 3 grands écosystèmes compétitifs au niveau mondial. Et donc cela ne ferait qu'attirer d'autres investissements. On peut considérer que nous ne sommes qu'au début, je dirais, d'un élan qui va prendre plus de dimensions, étant donné un certain nombre de facteurs positifs, notamment la situation géostratégique. On connaît la position du Maroc, la proximité vis-à-vis de l'Europe, mais également la porte vers l'Afrique. On a des possibilités de nous étendre davantage sur l'Afrique. Et bien évidemment, tout l'écosystème interne qui est en train d'être consolidé, à savoir tout ce que nous avons aujourd'hui comme émulation sur le plan régional pour dynamiser ces industries au niveau régional. On a connu l'exemple de Tanger. Après, on a connu l'exemple de Kenitra. On est en train de connaître d'autres régions qui également s'implantent sur certains pôles de l'industrie automobile. Et donc, bien évidemment, avec la charte d'investissement, avec tout ce qui est fait aujourd'hui sur le plan fiscal, tout ce qui est fait au niveau régionalisation. Donc, tout cela ne saurait que donner plus d'élan et consolider cette position qui, je l'espère, sera pérenne et permettra au Maroc de toucher en fait le club des pays industrialisés de près, avec d'une présence pas seulement au niveau du montage, mais pratiquement comme un producteur, comme un réalisateur de secteurs de pointe comme l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Alors, professeur Abdelghani Youmni, quand on parle du secteur de l'automobile au Maroc, il y a effectivement ces chiffres en termes d'exportation, en termes de rang, en termes de taux d'intégration. Justement, en parlant de ce taux d'intégration qu'on a situé tout à l'heure à environ 60 à 65%, selon, donc, voilà, comme le dit le ministre de l'Industrie, selon est-ce la police ou les manifestants, hein, selon celui qui parle. Alors, mais là, ce qui manque encore, c'est le fameux virage technologique. Quand on voit les composants automobiles. Justement, comment accélérer ce virage technologique pour que le taux d'intégration soit encore beaucoup plus conséquent sur le plan local? Je vous remercie pour cette question, Omar Baldi. De toute façon, aucun pays au monde n'est à 100%. Et ce n'est pas une bonne chose d'être à 100%. C'est très mauvais d'être à 100% parce que les écosystèmes mondiaux sont interdépendants. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est que le Maroc se positionne sur la courbe du sourire. Je la répète, cette courbe du sourire, c'est une courbe un petit peu descendante. Et dans cette courbe, vous avez ceux qui font dans la matière d'œuvre prennent le moins de valeur ajoutée, et ceux qui font la conception, et ceux qui font le management, ceux qui font le design, ceux qui font l'ingénierie prennent 80%. C'est une règle de 20-80. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que le Maroc puisse monter vers 60-70. Pas en termes de taux d'intégration, mais en termes de partage de la valeur ajoutée. Et je pense que le Maroc a fait vraiment un très long chemin. Je suis très fier de ce que le Maroc a accompli au sein de son continent africain. C'est que le Maroc a utilisé les dépenses publiques
pour les transformer en infrastructure. Il aurait pu prendre un autre chemin et prendre les dépenses publiques et les transformer en consommation. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que le Maroc, aujourd'hui, a une infrastructure portuaire, aéroportuaire, routière, autoroutière qui lui permet aujourd'hui d'avoir des avantages comparatifs que plusieurs pays du continent et d'ailleurs n'ont pas. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, on est prêt. Aujourd'hui, on a appris une industrie qui s'appelle l'industrie automobile. Nous avons la main-d'œuvre et la technicité pour la faire, mais il nous reste la partie conception et ingénierie. Et cette partie, c'est ça le virage technologique. Et c'est pour ça que moi, je défends le modèle de la Corée du Sud. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du vol d'oie un petit peu sauvage. C'est-à-dire, j'ai parlé d'apprendre et puis de construire pour absorber le plus de valeur ajoutée. Parce que qui dit temps d'intégration ne dit pas valeur ajoutée, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 70% de taux d'intégration et sur les 30%, le reste, vous avez 30% d'intégration qui vous absorbe toute la partie de la valeur ajoutée. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que pour prendre le virage technologique, il faudrait d'abord penser à développer des chaînes de valeur régionales avec les pays d'Afrique, c'est-à-dire que le Maroc pourrait devenir une plateforme pour le continent africain pour produire une voiture demain qui serait africaine et qui serait commercialisée à l'Afrique. Et vous savez, moi, ce qui m'a retenu le plus mon attention, c'est que la deuxième voiture qui marche avec l'hydrogène vert, avec 4 minutes de recharge pour 800 km, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on va décarboner à 100% et on va devenir plus compétitif et ce véhicule qu'on va développer sera recherché partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face d'abord peut-être à l'abandon du modèle de la voiture diesel et essence pour ces voitures qui sont propres et je pense qu'on a un rôle. Mais le virage technologique, il va imposer beaucoup d'investissements. Et moi, c'est pour ça que ce que j'espère, c'est d'abord d'accompagner les entreprises qui sont dans l'industrie et leur permettre d'avoir des crédits fiscaux ou des crédits d'impôt parce qu'elles font un effort. Il y a une grosse différence entre une entreprise qui fait de la technologie et une entreprise qui fait de l'import-export. On ne peut pas les fiscaliser de la même manière. Et deuxièmement, il faut apporter un soutien énorme aux universités, aux écoles d'ingénieurs pour avoir le capital humain. Il n'y a pas de développement sans capital humain. C'est impossible. Il faut qu'on change aussi ce logiciel au Maroc parce que nous sommes un pays aujourd'hui qui émerge, qui est en train d'émerger, qui veut à 2035 avoir un nouveau modèle de développement qui dépend de la demande extérieure. Il n'y a pas de demande extérieure sans niveau technologique très élevé de notre capital humain. Justement, vous avez évoqué le capital humain, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. On voit tout ce qui a été fait comme avancée. Alors, le doyen Abdelatif Komaté est avec nous. À ce propos-là, doyen, pensez-vous que sur la base de l'évolution de l'université, que ce soit dans le privé comme dans le public, pensez-vous qu'on est vraiment sur la bonne direction pour ces compétences locales, ou plutôt on bénéficie d'un retour de compétences qui étaient à l'étranger? Il faut dire que nous sommes en train, sous la houlette de notre ministère, de mettre en place un plan qu'on appelle le plan d'accélération du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui s'étale de 2023 à 2030. Et l'objectif, justement, c'est de nous aligner sur les priorités stratégiques du pays. Ça d'une part, mais d'autre part, d'amener les formations sur un plan opérationnel, mais également sur le plan de la recherche et de l'innovation, de coller aux priorités nationales du pays. Et bien évidemment, les priorités, ils sont connues, bien sûr. D'ailleurs, ils sont, je dirais, orienté par Sa Majesté dans ses discours, qui a appelé à la restructuration du secteur industriel, à donner plus d'importance à tout ce qui est développement durable, à revaloriser le secteur agricole, etc. Aujourd'hui, tout l'effort, d'ailleurs, nous sommes plein dedans. Nous sommes en train de préparer la rentrée septembre 2023 avec des formations innovantes collées aux besoins du marché en termes de compétences, mais également en termes de recherche et d'innovation. Et d'ailleurs, même l'appellation du ministère, aujourd'hui, elle est orientée innovation parce qu'il s'agit d'accompagner ces secteurs qui ont besoin d'innover. Et donc, moi, je dirais que la réalité
n'est pas aussi sombre déjà aujourd'hui. Donc ça, d'ailleurs, les opérateurs économiques nous le disent. Les royas de l'université d'une manière générale aujourd'hui, bien sûr, ils agissent avec une certaine efficacité au niveau du tissu déjà existant. Ils sont très demandés au niveau de l'écosystème international. Les ingénieurs, notamment marocains, sont très demandés dans des pays plus avancés. Mais cela ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos lauriers. Au contraire, l'enjeu, et comme l'a dit Youmni, c'est d'accompagner, c'est d'anticiper sur les métiers de l'avenir. Et les métiers de l'avenir sont des métiers à composante technologique. Et bien sûr, au niveau de l'enseignement supérieur, autant que la formation professionnelle, bien sûr, nos responsables, ils sont conscients, d'ailleurs les messages aujourd'hui circulent à travers toutes les universités, de faire justement monter des filières en phase avec le marché, pas seulement sur sa dimension, je dirais que opérationnelle, mais également sur sa dimension innovante et sur sa dimension recherche-développement. Nous avons besoin de concepteurs, nous avons besoin de designers, nous avons besoin justement de développer de la créativité, de l'innovation. Moi, je crois qu'au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, nous sommes conscients de notre responsabilité et nous travaillons justement pour faire coller davantage notre système d'enseignement, de recherche et d'innovation aux besoins des secteurs porteurs et à leur tête, bien sûr, l'aéronautique, l'électronique, l'automobile, les industries, je dirais, du développement durable, les énergies renouvelables. On sait que le Maroc aura besoin de beaucoup de compétences dans ces domaines-là. Alors, professeur Youmni, on se rappelle tous de l'ère où on était sur les fameux métiers mondiaux du Maroc. Et je pense que les fruits qu'on est en train de récolter aujourd'hui sont peut-être, ont leur racine en tout cas, dans ces stratégies-là. Vous parliez de métiers d'avenir. Selon vous, quels doivent être ces métiers d'avenir sur lesquels il faudrait davantage orienter la formation pour les années et décennies à venir? En fait, aujourd'hui, on va vers une nouvelle ère de bimondialisation. C'est-à-dire que nous allons avoir deux mondialisations, une mondialisation qui a été pilotée par la Chine et qui est carbonée, et puis une autre mondialisation qui va être décarbonée, et les deux vont être plus digitales, plus robotiques, plus dans l'intelligence artificielle, plus dans les technologies de pointe. Et je pense que le diagnostic, nous l'avons fait au Maroc depuis une trentaine d'années. Nous avions besoin d'infrastructures et d'être reconnu comme un pays qui a une position géostratégique et qui pourrait jouer un rôle. Et moi, je le dis depuis 1 ou 2 ans maintenant, c'est que le Maroc ne rentre pas dans l'histoire, il y retourne. Et ce retour du Maroc aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas jouer seulement avec les métiers mondiaux, mais il doit devenir un pays mondial, mais aussi surtout un pays qui représente le continent africain et qui est ancré au continent africain et à la Méditerranée. Avec la Méditerranée et l'Union européenne, nous avons, un dividende démographique. On pourrait profiter de ces dividendes démographiques pour piloter ce développement de demain qui pourrait être à la fois africain et européen et méditerranéen. Et si nous, on est la preuve de la réussite de la rupture technologique au niveau du continent africain du Nord, on peut déjà ça peut devenir viral avec les autres pays de notre continent africain, mais ça peut aussi intéresser l'Union européenne. Alors les métiers de demain, c'est pas difficile, tout le monde les connaît. Les métiers de demain, c'est les métiers du numérique, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, de la biodiversité, de l'agroécologie. Ce sont des métiers que nous connaissons. Avant, on ne savait pas comment il faut faire pour se développer. Aujourd'hui, on sait comment il faut faire et nous avons les outils. Après, ce qu'il faut, c'est des sacrifices et des ruptures. Alors, la rupture, professeur Komat a parlé aujourd'hui du changement de l'université et du système de l'éducation, de la formation professionnelle. Je l'espère, c'est ce que j'attends. Moi, j'attends l'alternance dans les universités. C'est-à-dire que les jeunes, qu'ils soient à l'université le matin ou à leur école professionnelle le matin et l'après-midi dans l'entreprise. Il faut que les jeunes touchent l'entreprise pour qu'ils aiment l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas avoir des entrepreneurs si nos jeunes découvrent l'entreprise que quand ils vont y travailler. Et puis la deuxième chose, il faut faire des formations technologiques dans le numérique. Il faut le faire. Ça va demander aussi des investissements publics aujourd'hui, pas dans les infrastructures, mais dans les infrastructures technologiques. Équiper les écoles et les universités et les jeunes et la fibre optique dans les universités et l'accès et la recherche au développement et surtout négocier avec les universités étrangères la mobilité de formation. Et il faut négocier ça pour que nos jeunes puissent aller
pour qu'on puisse recevoir des jeunes et des enseignants de l'étranger et aussi envoyer nos jeunes. C'est ce que la Corée du Sud et la Malaisie ont fait pour faire vraiment un développement technologique de rupture. C'est vraiment pas compliqué aujourd'hui parce que nous connaissons comment il faut faire pour gagner le match du développement et aussi de la prospérité et surtout de la croissance de long terme. Monsieur Baldi, je vais vous dire une chose que tous les Marocains connaissent. Un point de croissance ne crée que 30 000 emplois au Maroc. C'est très grave, c'est très peu. Donc, il faudrait certainement aller au-delà. Cela passe certainement par le transfert de technologies. Là aussi, on voit que ce qui a été acquis durant les dernières décennies porte ses fruits. Alors, professeur Khomat, aujourd'hui, on a 2 grands constructeurs installés au Maroc. Je pense à Renault et à PSA. Vu l'émergence d'une première marque marocaine, qu'est-ce qui va accélérer, selon vous, la présence du Maroc dans ce ring des constructeurs? Est-ce à travers des transferts de technologie ou à travers une intégration avec ces grands acteurs-là? En fait, les deux. Moi, je dirais les deux. Comme l'a dit Siouni tout à l'heure, en fait, on a besoin d'ouverture. Il ne faut pas espérer se développer en se renfermant sur soi-même et dire qu'on a la capacité de développer des technologies, d'être à la page. Au contraire, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas où le monde n'était pas dans la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, Siouni a évoqué l'industrialisation par substitution d'importation de l'Amérique latine et l'industrialisation pour l'ouverture sur l'international de l'Asie du Sud-Est. Et finalement, l'expérience a montré que c'est l'ouverture qui a amené les pays de l'Asie du Sud-Est à être des pays émergents et ça a créé quelques difficultés pour l'industrialisation de l'Amérique latine. Donc, l'histoire, elle est pleine de renseignements dont le Maroc peut bien évidemment puiser des leçons pour justement gagner du temps et aller de l'avant. Donc il ne s'agit pas, au fait, je disais tout à l'heure que cela n'était pas le cas il y a 50 ans, il ne l'est pas davantage aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui dans l'ouverture, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la régionalisation même par rapport à la souveraineté. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de souveraineté, ce n'est pas une souveraineté de chaque pays à part, c'est une souveraineté de sous-continents, de régions, etc. Et donc tout cela pour dire qu'il ne s'agit pas de trancher, de dire on va se développer en autarcie, on va se développer avec une ouverture à outrance. Non. En même temps, il faut développer une industrie, il faut développer un savoir-faire national, il faut développer les compétences nationales, mais tout en puisant, bien sûr, dans les expériences internationales, dans les échanges internationaux, dans le transfert des technologies, tel que, bien sûr, cela est possible. Et c'est pour ça que je dirais, c'est un mixage, et le Maroc, il a toujours été un pays de mixage en termes civilisationnels, en termes économiques, en termes de brassage des cultures. Et donc, c'est au niveau également économique, c'est au niveau industriel. Il s'agit de mixer, en même temps profiter de l'expérience internationale, mais en même temps développer un savoir-faire local et régional. Alors, professeur Youmni, vous parliez tout à l'heure de ces 30 000 emplois qui sont créés à travers un seul point de croissance. Aujourd'hui, on voit l'exemple à travers le secteur de l'automobile. Comment faire matcher ce secteur avec d'autres pour qu'il y ait une meilleure intégration, entre guillemets, industrielle, mais une meilleure intégration des différents secteurs pour que l'un puisse servir de levier à d'autres et par conséquent gagner sur le plan économique? C'est une excellente question, Monsieur Baldi. On pourrait faire la même chose dans le textile. C'est un exemple. Hein. Nous avons un textile qui est en difficulté aujourd'hui. Et nous avons du coton au Bénin, pas très loin, sur le continent. Et nous avons aussi un savoir-faire turc ou tunisien. Et nous avons, vous savez que pour faire une technologie ou pour faire une industrie, vous avez besoin d'intrants, de matières premières, de savoir-faire et de main-d'œuvre. Et je pense qu'on pourrait faire un benchmark de ce qu'on a réussi dans l'automobile pour aller le faire dans d'autres secteurs, comme l'agroalimentaire, comme le textile, comme l'industrie, par exemple, du cuir, comme dans l'aéronautique. On pourrait multiplier parce que notre but, c'est quoi? D'abord, c'est d'absorber tout repose sur l'emploi. Pour avoir quand vous avez une économie forte et vous créez pas d'emploi, c'est que vous n'avez pas une économie forte. C'est-à-dire une économie forte, elle repose sur d'abord un savoir-faire, sur l'emploi, sur l'investissement et sur la création de valeur et sur de la croissance de long terme.
Ça, c'est très important. Notre problème encore aujourd'hui, malgré les prouesses, et elles sont excellentes ces prouesses, malgré les prouesses, c'est qu'on continue à dépendre de l'agriculture et de la pluie. C'est-à-dire que nous devons faire une transformation complète de notre industrie, de notre agriculture, et surtout notre focus, c'est-à-dire notre objectif, devrait être de absorber le dividende démographique. On va être en dividende démographique jusqu'à 2045, c'est-à-dire on va avoir à peu près 65% de Marocains qui vont être en position d'être dans la vie active. Donc il faut les absorber, il faut un marché d'emploi. Et ce marché d'emploi ne peut se faire d'abord qu'avec, le professeur Komat l'a dit, d'abord la souveraineté, c'est pas se fermer. Il faut s'ouvrir, il faut multiplier les accords, il faut échanger avec le continent africain, mais aussi importer du continent africain. Il faut créer des synergies avec l'Union européenne qui vieillit aussi, mais aussi elle a des échanges à faire avec nous. Le plus important, c'est de créer de l'emploi, parce que si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de modèle économique. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi, dans ses derniers discours, il a insisté sur le change. On doit changer de modèle économique, on ne doit plus reposer sur l'investissement public, on doit avoir de l'investissement privé pour que nos entreprises absorbent la main-d'œuvre qui arrive sur le marché. C'est très simple. Vous avez chaque année 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché. Et nous ne pouvons absorber que 120 000. Et donc, ce n'est pas assez. Il faut pouvoir absorber 300 000. Et donc, pour ça, il faut vraiment une rupture technologique. Et il y a une part de l'université, et il y a une part de nos entrepreneurs, parce que nos entrepreneurs aussi polluent notre économie. Alors, comment ils la polluent? C'est très simple. Ils vont importer des biens et services qu'on peut produire localement. Ils ne veulent pas prendre de risques. Nous avons besoin, c'est pour ça que j'étais très fier de voir ces jeunes qui ont pris des risques, qui ont investi de l'argent pour produire de la technologie. Nos entrepreneurs doivent créer des produits, doivent transformer et ne plus importer pour nous revendre des produits sur lesquels nous avons des problèmes d'abord de devises, parce qu'on a besoin de devises d'importer, et de destruction de l'emploi et en plus de destruction de l'économie. Je pense qu'il y a quelque chose à changer, il faut aller doucement, et moi je suis vraiment très optimiste sur l'avenir du Maroc, de ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous ai dit au départ, nous sommes dans une ère de renaissance pour ce pays. Une ère donc de renaissance et dont on voit en tout cas les premières expressions. Professeur Komat, la nouvelle stratégie industrielle, en tout cas on a vu ce qui a été fait dans le secteur automobile. Aujourd'hui on compte environ 250 entreprises dans ce secteur-là. Comment cette stratégie industrielle peut accélérer non seulement le secteur automobile mais aussi l'ensemble des autres secteurs qui y sont liés? En fait, la stratégie industrielle pour le Maroc, c'est une stratégie globale. Bien évidemment, il y a bien sûr les nouveaux métiers ou les nouvelles industries sur lesquelles le Maroc s'implante avec force. Je pense notamment à l'industrie automobile, l'industrie électronique. Et l'industrie aéronautique, ce sont en fait des domaines sur lesquels le Maroc avance. Mais il y a également la renaissance un peu des métiers classiques ou des industries classiques, notamment le textile. Sioumni tout à l'heure a évoqué ce qu'on pourrait faire justement au niveau du textile, où le textile, il le vit en douceur, parce qu'il y a un nivellement vers le haut de l'industrie textile au Maroc, qui était beaucoup plus une industrie, je dirais, de délocalisation ou d'externalisation de certaines tâches simples. Aujourd'hui, le textile marocain, il se transforme comme un made in Morocco au niveau de design, au niveau de la conception. Donc, ce sont des secteurs. Le secteur agroalimentaire également est en train de se développer, mais il y a également aujourd'hui tout ce qui est énergie renouvelable. Le Maroc aujourd'hui s'impose progressivement comme une puissance en termes de production des énergies renouvelables. Alors, tout cela crée un écosystème, parce qu'il faut le rappeler que, en fait, l'industrie, déjà, il y a des connexions entre les différentes branches de l'industrie, mais également l'industrie est importante pour les autres pans des secteurs économiques. Je pense par exemple à l'agriculture. L'agriculture, pour être modernisée, elle a besoin d'être technologisée et donc, bien sûr, elle a besoin d'industrie. Et donc, je dirais que ce qu'il faudrait et ce qui est en train d'être fait au Maroc, c'est cette interconnexion, cette vision globale et intégrée
qui intégrerait la dimension économique, mais également la dimension territoriale et la dimension sociale. Ce sont trois composantes fondamentales parce qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas une bonne économie diversifiée, complémentaire, et puis si on n'a pas un équilibre de développement territorial, et ça c'est ce qui est en train de se faire à travers la régionalisation avancée, à travers une charte d'investissement attractive pour les régions qui ont besoin d'être davantage développées, une mise à niveau infrastructurel, etc., mais également la dimension sociale. Parce qu'on ne peut pas prétendre être un pays développé avec des déséquilibres sociaux notables. Et lorsqu'on parle des déséquilibres sociaux, ce n'est pas seulement des déséquilibres en termes de revenus, mais c'est également un déséquilibre au niveau de l'accès aux services publics. On a besoin d'une équité en termes d'éducation, en termes de santé, et je crois que le Maroc avance sur tous ces ponts. Il ne s'agit pas, aujourd'hui c'est vrai, on s'intéresse à l'industrie, on s'intéresse à l'automobile, mais il faut évoquer que parallèlement, on est en train d'avancer sur plusieurs plans pour aller vers un développement global, intégré et surtout inclusif pour toutes les couches de la population. Alors, quand on parle de l'industrie, du développement industriel, on ne peut pas mettre de côté l'investissement. Et à ce propos, Abdelghani Youmni, la nouvelle charte de l'investissement est là, on essaie de la vulgariser auprès des acteurs économiques. Par rapport aux nouveautés de ces chartes-là et par rapport aux objectifs et aux défis actuels, quelle lecture vous en faites? Alors, vous savez, au Maroc, le financement n'a jamais été ni le problème ni la solution. La charte d'investissement, c'est un pas excellent vers la facilitation de l'accès au financement, mais je trouve qu'on a eu une démonstration. On a eu une démonstration sur la banque de projets avec la politique de substitution aux importations. Et ça a réussi. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est de la formation à l'entrepreneuriat pour que des gens comprennent que le taux de rendement d'un projet entrepreneurial ne peut pas être de 80%, ne peut pas être de 60%, il peut être de 12%. Et ça, il faut vraiment convaincre les gens. C'est-à-dire qu'on a encore deux défis au Maroc. Le premier défi, c'est de convaincre les entrepreneurs à payer des impôts. On n'a que 10% des entreprises qui payent des impôts. Et le deuxième, c'est de convaincre les gens qui veulent entreprendre que le taux de rendement, c'est 12%, 15%, mais ce n'est pas 30 et 40%. Alors déjà, c'est une éducation à faire et qui doit commencer dès le collège, le lycée et les universités. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, la charte d'investissement et de fonds Mohamed VI apporte des réponses. Et aujourd'hui, nous avons des fonds, donc il y a des possibilités d'investir. Ça peut répondre dans tous les secteurs, parce que comme le professeur Komat a dit, tous les secteurs sont interdépendants parce qu'ils produisent de la valeur ajoutée qui s'agrège et qui nous donne un PIB qu'on voudrait multiplier par 4, par exemple, à l'horizon de 2035. Et c'est un rêve qu'on peut réaliser si on change notre manière de faire. Alors la deuxième chose, vous avez parlé aussi de l'investissement, il y a plusieurs secteurs. Moi j'attends aussi que le ministère de l'Industrie fasse aussi un pas vers la production de l'électricité à travers le solaire par les ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il y a du soleil et on peut faire des économies énormes et on peut accélérer notre utilisation de l'énergie électrique. C'est-à-dire qu'on peut faire une transition d'abord par les ménages. Aujourd'hui, notre autonomie énergétique n'est que de 12%. C'est-à-dire qu'on dépend encore à 88% du charbon, du pétrole, du gaz. On peut augmenter cette indépendance très rapidement si on fait aussi une autre évolution dans la production d'électricité par les ménages. Et ça va créer des milliers et des milliers d'emplois. Aujourd'hui, en Union européenne, il y a 1 million d'emplois qui vont se créer à travers la transition énergétique. Et pour moi, ça aussi, c'est un autre projet technologique à faire. En tout cas, ce qui suppose d'accélérer la cadence sur le plan technologique en investissement, mais aussi sur le plan réglementaire, parce que là aussi, il y a des accélérations à faire. Il nous reste à peine 3 minutes. Je vais donner la parole à chacun d'entre vous. D'abord au professeur Komat, comme on avait commencé avec lui. Alors, aujourd'hui, l'automobile réalise ses performances. Vous, quel autre secteur voyez-vous nous surprendre par de belles prouesses dans un avenir proche? Assez rapidement, professeur. Alors, ce sont peut-être les énergies renouvelables.
Moi, en fait, il y a toute une stratégie aujourd'hui, fait de faire avancer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc, je dirais, il y a un certain nombre de signaux qui le prédisposent comme un des leaders, pas seulement en Afrique, mais au niveau mondial, en matière de production d'énergie renouvelable. Donc moi, s'il y a un secteur sur lequel peut-être je mise, on mise en tant que Marocain, peut-être il y en a d'autres, il y en a beaucoup, mais vous m'avez posé la question par rapport à un secteur, je dirais, c'est le secteur, tout ce qui est développement durable, orienté essentiellement énergie renouvelable. Énergie renouvelable, énergie du futur. La même question au professeur Abdelghani Youmni. Il en a donné pas mal d'idées. J'aurais dans le même sens que le professeur Komat, l'énergie renouvelable, mais je vais rajouter un autre secteur, c'est l'industrie de la mer. Nous sommes un pays qui a 3500 de côtes et on pourrait développer une industrie de la mer et on pourrait sous-traiter au départ pour les Européens, mais aussi pour les Américains et d'autres pays, et aussi pour le continent africain, pour construire des navires, pour construire des pétroliers. Ça, c'est une industrie qui est sous-exploitée. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire et je pense que ça, c'est aussi une mine d'emploi qui n'est pas vraiment avec les 3500 et plus particulièrement sur la côte atlantique parce que nous avons le voisinage avec le continent africain et nous avons aujourd'hui 2 ports qui vont être livrés très bientôt, dans quelques années, c'est le port Nador Atlantique et aussi le port d'Arla Atlantique. Et je pense que nous avons un rôle à jouer. Vous savez que le Maroc, dans son histoire, il y avait un roi qui s'appelait Sidi Mohamed bin Abdillah. Il avait construit l'industrie maritime du Maroc et le Maroc était devenu un pays de grands ports. Aujourd'hui, je pense qu'on peut devenir aussi un pays d'avenir sur le plan maritime. Pour aussi l'industrie maritime qui est vraiment très importante et qui produit beaucoup de valeur ajoutée, d'emplois et qui peut nous positionner aussi dans le monde. On en reparlera certainement, sachant que récemment le chef du gouvernement a mis en place une commission interministérielle sur l'économie bleue qui est en train donc de peaufiner pas mal de choses. On y reviendra. Merci en tout cas à vous deux, au professeur Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, ainsi qu'au professeur Abdelghani Youmni, économiste, enseignant universitaire. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Questions d'actu sur notre site www.medientv.com. Bonne soirée ou bien bonne matinée en fonction de là où vous êtes et bonne suite de programmes sur Médien TV.